Bonjour à tous. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour l'atelier sur la construction du plan de maîtrise sanitaire. Vous êtes super nombreux. On avait ouvert 400 places d'inscription. Elles sont parties en quelques heures. Donc, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu s'inscrire, s'il n'y avait plus de place, on mettra de toute façon le webinaire sur YouTube. Donc, vous pourrez le voir très prochainement. Donc, n'hésitez pas. Alors, on va attaquer tout de suite. Donc, moi, je me présente. Je suis Gwenaëlle Averti. Je suis la cofondatrice d'Octopus HACCP et je suis accompagnée de Bastien. Je te laisse te présenter. Enchanté, Bastien Verroir, responsable commercial chez Octopus HACCP. Plaisir de co-animer ce webinaire. Et c'est super. Et qu'est-ce qu'on fait chez Octopus, Bastien? Nous, on propose une application HACCP justement pour faire gagner du temps, pour que vous n'ayez plus de papier en cuisine, que vous compreniez comme nous ce que c'est un PMS et comment vous aider à l'implémenter dans votre établissement et suivre tous vos autocontrôles depuis votre tablette. Et voilà. Donc nous, on est éditeur de logiciels, mais en fait, on partage notre connaissance via des webinaires pour vous filer un coup de main. Alors, comment ça va se dérouler? Si vous avez des questions, vous avez en bas l'onglet questions où vous pouvez mettre toutes vos questions. Je vous invite à les mettre plutôt là-dedans que dans le chat. Ça vous permet aussi de voter pour les questions de vos camarades auxquelles vous souhaitez qu'on réponde. Parce qu'en général, il y a des centaines de questions. On ne peut pas répondre à tout le monde. Donc, votez pour les questions les plus intéressantes. Ça nous permettra de les prioriser. On a aussi des questions pour vous avec un sondage et restez bien jusqu'à la fin puisqu'en fait, si vous êtes là, c'est aussi pour avoir un document vous permettant de construire un plan de maîtrise sanitaire. Et donc, on va vous offrir un super doc de, je crois, 45 pages pour faire votre PMS ou le compléter si vous en avez déjà un avec des documents complémentaires. Et donc, ça, on vous le donnera à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on va voir tout de suite? On va voir le plan de maîtrise sanitaire, le cadre, l'obligation réglementaire, mais je vais pas vous farcir la tête avec des textes de loi, des choses sur lesquelles on comprend pas. On va rentrer direct dans le cas pratique. On va voir les chapitres à aborder. Donc, tout ce qui est généralité, documentation, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce PMS, tout ce qui est lié au plan nettoyage et de désinfection, les relevés de température et la traçabilité. Et on gardera un petit temps à la fin pour répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Alors, plan de maîtrise sanitaire. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez qu'il y a une obligation, mais en fait, c'est laquelle? Donc, en fait, le plan de maîtrise sanitaire, donc déjà, c'est un document. En fait, c'est un ensemble de documents. Ça peut être un cahier, un classeur, peu importe. Et c'est prévu dans la réglementation du paquet hygiène. L'objectif de ce plan de maîtrise sanitaire, c'est de garantir la sécurité des denrées sur toute la chaîne de production alimentaire, donc les risques biologiques, physiques, chimiques. Et en fait, c'est un document qui va agglomérer plein de choses, à la fois le guide des bonnes pratiques d'hygiène, mais aussi les procédures fondées sur les principes HACCP et aussi toutes les questions liées à la traçabilité. Alors, pourquoi la traçabilité va être sortie, par exemple, des procédures fondées sur les principes HACCP? C'est que la traçabilité, en fait, c'est un peu différent des autocontrôles, mais ça reste des éléments à faire. Donc, en fait, c'est tous ces éléments qui constituent votre plan de maîtrise sanitaire. Bon, ça, de toute façon, vous le trouvez partout sur Internet. Et si vous êtes là, c'est que vous avez besoin de plus d'infos. Alors, on va commencer par déjà les bonnes pratiques d'hygiène. Juste un slide pour vous dire, en fait, qu'est-ce que c'est? Les bonnes pratiques d'hygiène, c'est des documents qui ont été édités, alors souvent par des syndicats et qui ont souvent été validés en fait par le gouvernement, qui vont couvrir tous les aspects des bonnes pratiques d'hygiène à mettre en place dans un établissement. Ça va traiter de comment je dois faire ma réception de marchandises, comment je dois gérer mon stockage, ma production, ma distribution, mes locaux, ma formation du perso, etc. Il s'avère que des guides des bonnes pratiques d'hygiène, il y en a plein, parce qu'en fait, chaque guide est adapté aux particularités d'un secteur d'activité. Par exemple, vous allez trouver le guide des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration rapide et le guide des bonnes pratiques d'hygiène pour les boucheries-charcuteries. Attention, il y a certaines activités qui ne sont pas couvertes. Par exemple, chose assez surprenante, la restauration collective n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un guide des bonnes pratiques d'hygiène, donc il n'y en a pas qui ont été édités. Ou par exemple, le guide des bonnes pratiques d'hygiène pour la boucherie-charcuterie, je ne sais pas, il a genre 25 ans. Et le document, il est disponible mal photocopié sur le site du gouvernement, il est quasiment illisible. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas hyper facile à trouver. Soit vous êtes pile poil dans le bon type d'activité et vous avez un guide des bonnes pratiques d'hygiène pour vous guider, soit en fait votre secteur d'activité n'a pas forcément été couvert par un GBPH et du coup vous n'en avez pas, mais vous pouvez aussi vous rapprocher du GBPH de l'activité la plus proche. Par exemple, pour la restauration collective, il y a un très bon guide des bonnes pratiques d'hygiène qui a été fait
pour la restauration de loisirs et de plein air, vous pouvez le prendre en fait, c'est assez proche. Où est-ce qu'on les trouve? On les trouve sur le site du gouvernement. Je vous ai mis le lien sur agriculture.gouv.fr. Vous tapez guide des bonnes pratiques d'hygiène. Ils sont tous en téléchargement. Vous les récupérez gratuitement. Ça vous fait déjà une base documentaire. Une fois qu'on a le GBPH, c'est bien de le lire. Et ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dans son PMS? Parce que le GBPH, ça suffit pas. Donc, dans votre plan de maîtrise sanitaire, il va falloir mettre en place toute une documentation claire et accessible des procédures. Et on va les voir toutes les unes à la suite des autres. Vous allez devoir aussi analyser les processus pour évaluer les risques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre en place des documents dans votre PMS, mais que ce soit des procédures en fait, qui ne correspondent pas à vos méthodes de production. Donc, il faut vraiment que ce soit adapté. Vous allez devoir former vos équipes. Ça, c'est hyper important. C'est pareil, on a beau avoir la meilleure documentation du monde, si personne n'est au courant et que personne maîtrise le sujet dans votre établissement, en fait, ça sert à rien. Vous pouvez le faire sur papier ou en digital. Donc, que ce soit un PMS papier ou un PMS digital, ça marche aussi. Et après, ce qui est aussi important, c'est tout au long de la vie de votre établissement, vous devez mettre à jour et améliorer continuellement votre PMS. Et du coup, moi, j'ai une question pour vous. Donc, il y a un petit sondage qui va arriver. Qui a en place un PMS ou pas? Comme ça nous permettra un peu d'ajuster la présentation. Donc, n'hésitez pas à répondre. Alors, on va voir comment on met en place cette documentation. Alors, pour le PMS, il n'y a pas de réglementation qui dit page 1, vous devez avoir absolument ça, page 2, vous devez avoir ça. C'est pas aussi clair que ça. Les conseils qu'on va vous donner là, c'est des choses qu'on voit couramment dans les PMS des clients, mais qui sont peut-être plus adaptées à la restauration commerciale qu'aux autres types d'activités. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de crèches qui étaient inscrites. Les crèches, vous avez des spécificités en plus. Par exemple, le taux de CO2 dans les pièces, vous avez d'autres contrôles à faire. Là, on va voir des choses génériques. Si vous êtes en restauration collective, vous verrez, il y a peut-être des choses plus complexes. Mais pour la restauration commerciale, là, ce qu'on va voir, c'est l'essentiel. Donc déjà, vous allez devoir indiquer dans votre PMS votre numéro de tirette. Votre nombre de repas moyen par jour, en fait, c'est pour voir si votre PMS est adapté en fait à votre type d'activité. La personne qui est référente en HACCP, le nom de l'exploitant. Ça peut être 2 personnes différentes. On vous conseille d'ajouter le CERFA de déclaration d'activité de la restauration. C'est le CERFA 13 984 06. Vous mettez ça déjà pour commencer votre plan de maîtrise sanitaire. Ensuite, c'est bien d'avoir un passage, enfin un chapitre, sur le suivi médical du personnel. Alors ça, on peut l'avoir dans le cadre du suivi classique RH de l'entreprise, mais c'est bien qu'il soit intégré dans le PMS. Pourquoi? Parce que la santé des salariés peut présenter un risque, en fait, pour la sécurité sanitaire. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez vous assurer que le personnel est apte à travailler, à manipuler des denrées alimentaires. Donc vous avez une page sur laquelle vous avez noté les dates des visites médicales effectuées par le perso. Et bien sûr, n'oubliez pas de joindre les certificats d'aptitude délivrés par la médecine du travail. Ça, c'est super important. Donc ça, par exemple, ça peut être le chapitre 2 de votre PMS. Ensuite, on vous conseille un chapitre 3. Chapitre 3, le plan de formation du personnel à l'hygiène alimentaire. Pourquoi c'est super important? Parce que parfois, dans vos établissements, vous avez des gens qui ne viennent pas du tout du milieu de la restauration. Ou que vous-même, vous n'êtes pas des professionnels de la restauration. Et la formation, chez nous, on le dit tout le temps, en fait, c'est essentiel. Former ces équipes, c'est 2 choses. C'est soit les former en interne, parce qu'en fait, vous leur transmettez des connaissances, soit c'est les former via des formateurs HACCP. Donc, en fait, il y a cette formation de 14 heures qui est obligatoire pour, dans certains cas, pour la restauration. Mais c'est pas parce qu'on a déjà une personne qui est formée qu'il faut pas former les autres. Donc, on vous encourage vivement à former vos équipiers. Nous, on a des centres de formation qu'on conseille parce que c'est des gens qui font très bien leur métier. Par exemple, Expérience ou Vetica ou SCL Qualité ou Sherman. On a un petit sondage pour vous. Si vous êtes aussi là parce que vous avez besoin d'informations pour trouver des formateurs HACCP, n'hésitez pas à nous dire oui et on vous recontactera pour vous transmettre les coordonnées du formateur qui peut intervenir dans votre région. Alors, donc, déjà, moi, je vous conseille vraiment de former les gens. Ensuite, indiquez dans votre PMS la liste des formations dispensées et les bénéficiaires des formations. C'est super important.
Une formation n'est pas toujours certifiante, mais elle reste utile quoi qu'il arrive. Par exemple, venir aujourd'hui avec nous en formation, ça reste une formation, même si c'est pas certifiant. Ça reste quand même des connaissances qu'on vous transmet. Ok? Donc ça, c'était le chapitre sur le plan de formation du perso. Ensuite, vous devez avoir un chapitre sur l'hygiène du personnel. Alors, l'hygiène du personnel, pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez avoir dans votre établissement des tenues de travail propres et adaptées qui garantissent le respect de l'hygiène dans l'établissement. Et vous devez aussi mettre en place tout ce qu'il faut pour garantir le lavage des mains, parce qu'en fait, c'est critique. Des mains propres, enfin des mains décontaminées après chaque action contaminante. Donc, ça peut être, j'ai coupé une viande crue ou j'ai mis des denrées à la poubelle ou avant ou après d'aller aux toilettes. C'est hyper important de se laver les mains. Donc, qu'est-ce qu'on écrit dans le PMS? On va pas juste marquer il faut se laver les mains, on est d'accord. On va décrire les tenues professionnelles, préciser les fréquences de changement et de nettoyage de ces tenues et décrire le protocole de lavage des mains ou du port de gants. Alors, attention sur le port de gants. C'est pas parce qu'on a des gants que les gants sont propres. Et souvent, c'est une fausse croyance de dire « ouais, mais nous, on met des gants, donc en fait, on est beaucoup plus propre ». En fait, pas du tout. Les gants, si vous travaillez avec des gants, il est conseillé de les changer après chaque action contaminante, parce qu'on ne peut pas les laver, les gants, ou à minima toutes les 20 minutes. Ce qui est énorme, ce qui fait une consommation de gants monstrueuse. Donc, on vous conseille plutôt de ne pas mettre de gants, sauf si les gens sont blessés, etc., mais de faire un lavage des mains adéquat. Dans le PMS qu'on va vous donner, on vous mettra cette petite affiche sur le lavage des mains et le document que vous voyez à droite qui vous permet de décrire les tenues professionnelles et les fréquences de nettoyage. On vous met aussi une checklist sur les bonnes pratiques d'hygiène du personnel liées à la tenue de travail, à l'hygiène des mains, aux ongles, à la coiffe, au port de la coiffe et qu'est-ce qu'on fait en cas de barbe, et à l'état de santé du personnel. Donc ça, c'est super important. C'est des choses, imprimez-les, partagez-les avec vos équipes. Ça permettra d'être sûr que tout le monde est raccord sur les protocoles. Ensuite, il vous faut un chapitre sur la maintenance des équipements. Alors, il faut savoir que la maintenance, elle peut être interne ou elle peut être confiée à un prestataire. Ça dépend des équipements. Il y a des équipements, c'est obligatoire de les confier à un prestataire, comme par exemple l'entretien des hôtes. Mais il y a des maintenances que vous pouvez faire en interne. Qu'est-ce que vous allez indiquer dans votre plan de maîtrise sanitaire? Vous allez indiquer la liste des équipements nécessitant une maintenance, le type de maintenance, la fréquence des maintenances, les personnes ou les sociétés responsables de la maintenance. Alors, on met un petit focus sur deux équipements en établissement, c'est-à-dire le système d'extraction. Là, en fait, il y a une question d'hygiène, mais il y a surtout une question d'assurance. C'est-à-dire que si votre hotte elle prend feu parce qu'elle était pleine de graisse, les assurances vous couvrent pas. Donc, les assurances vous demandent à minima un nettoyage par un professionnel annuel. Après, si vous êtes une friterie, ça va être plus qu'une fois par an. Et ensuite, le deuxième élément sur lequel il y a un focus, c'est les bacs à graisse. Vous devez avoir un entretien, c'est-à-dire vidange plus vérification, entre 2 et 5 fois par an. Dans la maintenance des équipements qui est dans le plan de maîtrise sanitaire, ça peut se recouper avec le registre de sécurité de vos équipements. Donc, vous devez aussi avoir un autre document qui est le registre de sécurité, qui n'est pas intégré au plan de maîtrise sanitaire, mais qui va venir en complément. Donc, par exemple, dans le registre de sécurité, vous allez avoir tout ce qui est lié à la sécurité incendie, tout ce qui est lié au gaz, si vous en avez, à l'électricité, au mont de charge, etc. Donc, c'est des documents qui peuvent se chevaucher, mais sachez que dans le PMS, il faut que vous ayez ce document sur la maintenance des équipements. OK ? Alors, si on fait un focus sur le plan de nettoyage, parce qu'on était dans le matériel. Donc, qu'est-ce qu'on met dans son PMS pour le plan de nettoyage? Donc, il faut que dans votre PMS, vous ayez à la fois un plan de nettoyage et de désinfection, je précise, à jour, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait des travaux dans une cuisine ou qu'on change du matériel, on ne pense pas forcément à mettre à jour son alors, PND, on ne confond pas PND et PMS. PND, c'est plan de nettoyage et de désinfection. C'est un élément du PMS. Donc, vous devez le mettre à jour. Vous devez avoir un protocole de contrôle du nettoyage, c'est-à-dire qui fait quoi, quand, comment, et qui contrôle. Vous devez avoir la liste des produits d'entretien utilisés. Attention, ça doit être des produits homologués. Le PEC citron, c'est pas le bon produit pour votre cuisine, et le vinaigre blanc n'a pas forcément les vertus virucides, et c'est pas homologué. Enfin bon, bref. Donc, vous devez absolument avoir des produits. Après, vous passez par qui vous voulez. Là, on a mis Ecolab, mais ça peut être n'importe qui, une marque de distributeur, etc. Dans votre plan de nettoyage et de désinfection. Vous devez avoir, en plus de cette liste, les documents, fiches techniques et fiches de données de sécurité de ces produits. Donc, tout ça, vous le rajoutez dans votre PMS.
Alors, Bastien, comment est-ce qu'on peut consigner un plan de nettoyage? C'est quoi les différentes méthodes, papier ou digital? Pendant ce temps, je Eh regarde ben, les questions. exactement, donc papier ou digital, donc soit effectivement via un tableau que vous imprimez du coup tous les mois, toutes les semaines en fonction de votre périodicité, et chacun va devoir remplir sa fiche, quand est-ce qu'on l'a fait, qui l'a fait, etc. Donc ça veut dire qu'il faut imprimer du papier, le stocker, savoir déchiffrer les initiales de tout le monde et pouvoir recentrer toutes les informations en cas de contrôle, ou sinon via Octopus, et donc ça directement dans votre poche ou sur votre tablette, vous avez votre plan de nettoyage intégré avec les fiches techniques, avec les fiches données de sécurité. On intègre même la méthode. Donc, si vous avez un extra pour un service, eh ben, on sait que ce sera les collabs Intel qu'il faudra utiliser sur telle surface et telle méthode. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous faire gagner du temps et qu'en fait, en dégainant le téléphone, une fois le service terminé, on puisse nettoyer ça tout rapidement et en plus le consigner encore plus rapidement pour passer à autre chose et faire plus que du consignage sur un bout de papier. Super, merci Bast. Alors évidemment, le téléphone, si vous autorisez les téléphones dans votre établissement. Bien évidemment. En crèche ou en restauration collective, souvent c'est pas autorisé, donc ça peut être sur tablette. J'ai vu 2-3 questions qui sont d'ordre général, qui sont intéressantes. Virginie qui nous dit, le PMS est-il obligatoire pour toutes les structures? J'ai vu que dans un resto avec moins de 4 salariés, pas besoin de PMS. Non. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une obligation, en fait, que vous ayez 2 salariés, 1 salarié ou 10 salariés. En fait, vous avez une obligation de garantir la sécurité alimentaire sur votre établissement. Et en fait, le plan de maîtrise sanitaire, c'est ce qui vous permet de dire, on a bien tout identifié, on sait quels sont les points critiques et on fait notre métier de manière professionnelle. Donc, que vous ayez 1 ou 10 salariés, franchement, faites un PMS. C'est comme un DUERP en entreprise. Un document unique d'évaluation de risque professionnel. En fait, vous devez l'avoir, c'est une obligation. Et il y a eu une autre question, alors, qui était assez intéressante, de Sylvie qui nous dit, pour une livraison en liaison froide en crèche, le PMS est sur le site de production, est-ce bon? Non, en fait, vous devez avoir un plan de maîtrise sanitaire aussi dans votre crèche. Puisqu'en fait, dans votre crèche, il y a des enjeux sanitaires. Puisque vous allez déconditionner de la marchandise, vous allez réchauffer pour les enfants, vous allez remonter en température, redescendre, vous avez un plan de nettoyage et de désinfection. Donc, vous devez avoir des plans de maîtrise sanitaire pour tous vos établissements. Et par exemple, si vous êtes une petite chaîne et que vous avez 3-4 établissements qui sont identiques, vous devez avoir un PMS à chaque établissement. Même s'il est identique à 90%, mais il y a forcément des spécificités. Donc ça, c'est important. Allez, on continue. Donc ensuite, on va attaquer les chapitres température. Alors, vous pouvez mettre un premier chapitre sur le stockage en enceinte froide. Qu'est-ce que vous allez indiquer dans votre PMS? Vous allez indiquer la liste de vos enceintes froides et leur température cible. Alors, la température cible, ça dépend de ce qu'on met dedans. Ça, c'est une enceinte froide qui a du poisson frais ou du steak haché, c'est 2 degrés. Une enceinte froide qui va avoir des légumes, ça peut être 6. Et si l'enceinte froide, elle a et des légumes et du poisson frais, ça va être 2. Ça va être la température la plus basse. Donc, ça dépend vraiment de la température à l'intérieur. Vous devez avoir le protocole de contrôle de vos températures, qui, quand, quoi, comment, toujours pareil, et les actions correctives en cas de problème. Ce qu'on vous conseille de faire, ce qui est obligatoire en fait, c'est de mettre un thermomètre de contrôle dans vos enceintes froides. Et donc, sur vos relevés, et donc dans votre PMS, vous allez noter le nom de l'enceinte froide, la température relevée, le jour et l'heure de relevé, le nom, les initiales de la personne ayant fait le relevé et les actions correctives en cas de problème. Une action corrective, c'est par exemple, mon enceinte froide était à 6 degrés et dedans j'avais des steaks hachés, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contrôlé la température des steaks hachés. Si mes steaks hachés étaient à 5 degrés, je les ai jetés. Ou si mes steaks hachés étaient à 2 degrés et demi parce que ça n'avait pas eu le temps de remonter, du coup, je les ai changés d'enceinte froide et la température est OK. Alors, ce que je vous disais, c'est que, en fait, c'est vraiment à chaque denrée sa température. Donc ça, c'est un truc aussi à mettre dans votre PMS. Donc, on va vous fournir ce document, qui sont les températures cibles validées par les GPPH sur les différents types de denrées. Donc ça, c'est important. Et sachez que si en plus vous achetez de la marchandise qui arrive déjà préemballée, en fait, c'est l'info sur l'étiquetage qui fait foi, c'est la responsabilité du fabricant. À noter que pour tout ce qui est prépa maison, la température cible, c'est 3 degrés. Steak haché, poisson frais, je vous l'ai dit, c'est 2 degrés. Alors, il y a plein de manières d'enregistrer ces températures de stockage pour que ce soit conforme. Et après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre en place. Bastien, je te laisse présenter et je regarde les questions pendant ce temps.
Et ben la même logique, soit on a du papier, soit on a une super solution comme Octopus. Donc effectivement, on peut suivre les températures de ces enceintes froides avec des classeurs et des feuilles sur chacun des enceintes froides, mais encore une fois, il faut les conserver tous les mois et pendant un an. Donc ça commence à faire pas mal de papier si vous avez pas mal de frigo. Donc l'autre solution, c'est sur tablette et sur smartphone si vous avez l'autorisation. Vous pouvez notifier les températures directement sur l'application. Ça vous indique effectivement qu'en cas de problème, vous pouvez noter l'action corrective à faire, ou encore plus simple, on a un système de sondes, de capteurs connectés qui vous permettent d'enregistrer automatiquement les températures toutes les 10 minutes. Donc vous n'avez plus à le faire manuellement et ça vous envoie en plus un SMS ou un mail aux personnes concernées en cas de problème, parce que si ça tombe en rade à 2 heures du mat et que ça revient à 6 heures, vous avez 4 heures dans le rouge, je suis pas sûr que votre steak il soit encore très bon à la consommation. Enfin, je le tenterai pas. Merci Bast. Alors on a eu des questions tout à l'heure sur le PND. Combien de temps il faut le conserver le PND? À minima 1 an. Après ça dépend de votre type d'activité. Si vous êtes sur la restauration collective type EHPAD, je vous conseille un peu plus longtemps, mais 1 an en général c'est déjà pas mal. Après vous pourrez toujours tomber sur des contrôleurs qui sont un peu plus tatillons. 1 année pour les documents c'est quand même déjà pas mal. Une question d'Armand qui nous dit: le PMS est-il obligatoire pour une cafétéria qui reçoit les repas en liaison chaude? En fait, c'est la même chose. Vous servez de la nourriture, donc vous êtes responsable de ce que vous servez et vous devez le faire dans des conditions qui sont, d'un point de vue sanitaire, correctes. Donc, les conservations, et si vous êtes en liaison chaude, vous assurez que c'est bien à bien 63 degrés. Alors, on a parlé de stockage. Vous faites une préparation, vous avez cuit, je sais pas, des pâtes par exemple, et vous avez besoin de les refroidir parce que vous allez faire une salade de pâtes, ou vous allez juste les conserver au froid pour un usage ultérieur. Qu'est-ce qu'on indique dans le PMS? Donc c'est pareil, vous mettez votre protocole de refroidissement rapide dans votre plan de maîtrise sanitaire, et on vous conseille d'indiquer les moyens pour réaliser votre plan de maîtrise sanitaire, votre refroidissement rapide, pardon, je dis n'importe quoi. C'est-à-dire par exemple, est-ce que vous avez une cellule ou pas de cellule? Est-ce que si vous n'avez pas de cellule, est-ce que vous le faites sur les glaçons? Est-ce que vous le faites sous l'eau courante? Jamais, jamais, jamais en le mettant dans votre enceinte froide. Ça fait remonter la température des denrées qui sont à côté, ça flingue vos moteurs. Enfin bon, bref, c'est rupture de la chaîne du froid pour tout le monde, donc ça non. Mais les 3 autres méthodes, sur les glaçons, sous eau courante froide et en cellule de refroidissement, c'est OK. Donc vous devez identifier votre moyen de refroidissement. Ensuite, vous devez expliquer votre protocole de mesure du couple temps-température. Expliquez comment vous faites votre contrôle, thermomètre à sonde, on désinfecte évidemment entre chaque usage, et votre protocole de mesure. Je prends la température en fin de cuisson, elle est supérieure à 63 degrés, je la mets dans ma cellule, j'ai 2 heures maximum pour faire mon refroidissement. Elle arrive à 10 degrés, je note le couple temps-température, heure de départ, heure d'arrivée, température de départ, température d'arrivée, et ensuite je la stocke à 3 degrés. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Petit rappel, c'est parce qu'en fait, entre 63 degrés et 10 degrés, la multiplication des micro-organismes est rapide. En fait, la population peut doubler toutes les 20 à 30 minutes à 25 degrés. En fait, c'est des nids à bactéries. Donc, on refroidit le plus vite possible pour éviter qu'il y ait une prolifération bactérienne. Et c'est toujours pareil. Comment est-ce qu'on fait? Les protocoles d'enregistrement découpent le temps-température, Bastien. Eh bien, même logique, soit du papier, soit l'application. Donc, on peut encore une fois avoir un papier dédié à ça, qu'on enregistre bien au propre, avec effectivement un peu plus d'informations. Là, il faut noter quand même qui le fait, quand, à quelle heure, le nom du produit, etc. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir un stylo ou un crayon dans la poche, les mains propres et du papier qu'on range proprement. Donc, c'est quand même pas mal de si. Ou sinon, encore une fois, on a notre smartphone ou notre tablette et sur lequel on va pouvoir noter la même logique, sauf qu'on sait déjà qui vous êtes et vous avez juste à enregistrer le couple temps-température et le nom de la production sur une base de données qui est déjà importée. Je vais taper BL et je vais avoir blanquette de veau qui va apparaître. Je n'ai même pas besoin de tout saisir. Je note le nom du produit, la température et l'heure de départ, la température de fin et l'heure d'arrivée et tout est enregistré pendant 5 ans sur nos serveurs. Merci Bast. Alors ensuite, il peut y avoir plein d'autres types de relevés à intégrer dans votre PMS, mais ça dépend de votre activité. En fait, si vous faites de la restauration traditionnelle, la remise en température, ça dépend ce que vous faites. En fait, quand vous faites de la cuisson minute pour mettre sur assiette, ça sert à rien d'aller prendre la température en fin de cuisson. Par contre, si vous réchauffez des sauces que vous allez mettre en banque chaude, oui, là, vous faites un contrôle de remise en température et il faut l'intégrer dans votre PMS. Si vous faites du buffet, que ce soit de l'hôtellerie, buffet de petit-déj ou de la cafétéria ou de la restauration d'entreprise, là, vous devez intégrer dans votre plan de maîtrise sanitaire
vos protocoles, c'est-à-dire vos protocoles de maintien au chaud, garantir que vous faites des contrôles au plus près du service et à la fin du service pour s'assurer que le chaud n'est pas passé en dessous de 63 degrés. Idem pour le froid. Si vous faites de la liaison chaude ou froide, c'est-à-dire vous êtes une cuisine centrale, vous faites livrer, etc., il faut que vous ayez un protocole en fait. De dire en fait, est-ce que je garantis que, ou par exemple un traiteur qui va livrer sur des marchés, est-ce que quand vous faites votre production en labo, ensuite vous allez refroidir et ensuite vous faites votre livraison en liaison froide, est-ce que vous garantissez que la marchandise est bien partie à 3 degrés au moment où vous l'avez mis dans le camion et quand elle arrive, elle est toujours à 3 degrés et elle n'est pas montée à 17 degrés parce que vous avez pris une heure d'embouteillage au mois d'août. Donc voilà, toutes ces choses-là, en fait, ça dépend de votre activité. On voit souvent des gens qui viennent à nous, qui nous disent « Ouais, alors j'ai téléchargé un PMS sur Internet, je l'ai acheté, très bien, ou je me suis pas fait accompagner par un pro, mais on m'a donné quelque chose et je me débrouille tout seul, ok. » Mais du coup, ils comprennent pas ce qu'ils doivent remplir. Et en fait, l'important, c'est de comprendre, est-ce que ce type de contrôle est adapté à mon activité? Donc ça, c'est hyper important. Donc si vous êtes dans des cas de buffet, de réchauffage, de grosses quantités, de liaison, etc., vous devez l'intégrer dans votre PMS. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, en fait, ça sert à rien. Ok. Ensuite, la traçabilité. Alors, la traça. Donc, la traça, il y a un truc qui est un peu hybride, contrôle à réception, c'est toujours à mi-chemin entre les contrôles de température et la traça. Aujourd'hui, je voulais mis la traça, peu importe. L'important, c'est de faire un contrôle. Qu'est-ce qu'il faut indiquer dans mon plan de maîtrise sanitaire? Vous devez obligatoirement identifier vos fournisseurs, mettez la liste. Vous devez décrire le protocole de contrôle des marchandises à réception, c'est-à-dire contrôle de la température du camion ou d'un produit par catégorie. Et donc, c'est pareil, en fait. En restauration commerciale, on peut faire un contrôle température du camion. C'est quand même recommandé de le faire par catégorie de produit. Vous êtes en EHPAD ou en crèche, mettez vachement plus de contrôle. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une population beaucoup plus sensible, en fait. Mettez le moyen de contrôle. Alors, on conseille le thermomètre laser. Il y en a qui disent oui, mais le thermomètre laser, c'est pas assez précis, plus ou moins 2 degrés. Ok, mais par contre, le thermomètre à sonde, du coup, ça dessous-vide les packs. Vous pouvez mettre des thermomètres entre deux produits. Enfin, il y a plein de manières. Mais notez dans votre plan de maîtrise sanitaire comment vous contrôlez. C'est-à-dire, juste en demandant la température au chauffeur, c'est pas un moyen de contrôle fiable. On est d'accord. Vous devez contrôler l'état des marchandises, contrôler les DLC pour vous assurer qu'on ne vous livre pas des produits à date trop courte ou des produits périmés, etc., etc. Vous devez aussi décrire dans votre PMS les actions correctives en cas de problème, le refus de marchandises ou les émissions de réserve sur le nom de livraison. Alors, je vous rassure, tous ces trucs-là dans le PMS qu'on vous a donné, c'est Joanie qui l'a fait, on a tout écrit. Comme ça, en fait, vous pourrez avoir quelque chose qui est déjà préfet, et puis vous direz, est-ce que ça correspond ou pas à mon activité? Si ça correspond pas, vous le modifiez. Si ça correspond, vous le gardez. Donc ça, c'était la description. Et après, il y a quels sont les types de contrôles qu'on fait. Et c'est pareil, on vous donnera dans le PMS la fiche de contrôle à réception. Bastien, je te laisse expliquer les 2 cas de figure, papier ou tablette. Et moi, je vais regarder les questions. J'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais effectivement, vous avez soit le papier, soit l'application. Donc, encore une fois, vous vous embêtez à faire un tableau tout propre pour vos équipes, ou alors vous téléchargez celui qu'on peut vous mettre à disposition. Encore une fois, c'est un document que vous devez conserver 1 an. Et là, l'objectif, c'est de noter les températures des produits contrôlés, s'assurer qu'on n'ait pas de manquement d'un fournisseur et autres, et de gérer derrière les problèmes potentiels avec vos différents fournisseurs. Donc, nous, on va gérer toute cette partie-là depuis l'application. On va intégrer directement la liste de vos fournisseurs. Vous allez prendre un produit soit ambiant, soit frais, soit surgelé, que vous allez contrôler, s'assurer que tout va bien. Et ensuite, vous allez pouvoir lister vos doléances si besoin. Si vous avez un seau de crème qui s'est ouvert, vous avez la possibilité de le prendre en photo et de générer un PDF que vous pouvez ensuite envoyer à votre fournisseur pour justement échanger sur comment on fait vu que j'ai un seau de crème en moins. Et du coup, la moitié de la palette. Tout est enregistré depuis le smartphone et la tablette et vous pouvez gérer ça à distance. Super. Alors oui, tout à l'heure, j'ai regardé une question dans le chat, quelqu'un qui me dit « Ah, je me suis fait contrôler, ils m'ont pas demandé mon PMS ». Dans la réglementation, le PMS, c'est un doc obligatoire. Or, il s'avère que là, quand je regarde le sondage, vous êtes quasiment 70% des participants à ne pas avoir de PMS. C'est pas pour ça que vous allez finir en prison. En fait, on considère que, par exemple, si vous mettez en place certains types de relevés, même si tout n'est pas parfaitement documenté dans un classeur, ils ont une tolérance là-dessus et ils vous embêtent pas. Par contre, c'est quand même mieux d'avoir tout nickel. Par contre, si vous n'avez pas... En fait, le truc, c'est que si on n'a pas tout mis nickel dans le PMS, ça veut peut-être aussi dire qu'en fait, nos protocoles sont pas bons et vous allez vous faire épingler sur autre chose.
Donc, on vous conseille vraiment, vous compilez tout. De toute façon, à la fin, on vous envoie tout le doc. Ce sera assez facile pour vous. Et voilà, vous n'allez pas forcément prendre une amende parce que vous n'avez pas de PMS, sauf si vous tombez sur un contrôleur d'hygiène tatillon. Ils vont plutôt vérifier que vous fassiez bien tout. Et on vous conseille quand même de tout mettre ensemble. Alors, la traça. Donc, la traça, qu'est-ce qu'on indique dans le PMS? Donc, ça, c'est pareil. Dans le PMS modèle qu'on vous a mis, on vous a mis un protocole. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous pouvez le modifier ou le faire différemment. On vous conseille d'indiquer dans votre PMS donc le protocole d'identification des matières premières utilisé au cours de ma production. Là, on fait un contrôle des matières premières et on va vérifier que les DLC sont bonnes, que les produits sont pas périmés, que les emballages sont intègres, etc., etc. Et surtout, on va identifier les ingrédients de mes recettes. Si demain, vous avez un problème avec une TIAC, donc on va voir le cas des TIAC juste après, ou vous avez un problème d'allergène et que vous savez pas ce que vous avez mis dans vos recettes, votre responsabilité est engagée, en fait. Donc, il faut absolument que vous identifiez vos recettes. On vous conseille quand même d'avoir des fiches recettes pour vos préparations. Quelles informations conserver? Donc, quand on parle de traçabilité, l'idée, c'est, souvent on pense à découper les étiquettes, vous pouvez aussi les prendre en photo, il faut conserver le nom du produit, le numéro de lot, la DLC ou DDM, et en fait, sur tous les produits, c'est la réglementation. Soyez super rigoureux sur vos produits, viande, poisson, laitage. J'ai jamais vu quelqu'un se faire épingler parce qu'il n'avait pas fait la traçage sur son huile de colza, mais ça peut arriver. Et c'est toujours pareil, en fait. C'est quel est le niveau d'exigence qu'on attend dans votre type d'établissement. Vous êtes une cuisine centrale, même le sel, vous l'identifiez. Vous êtes un restaurant classique, le sel, bon. Voilà. Mais la réglementation, vous dit, c'est tous les produits. La durée de conservation des étiquettes, c'est 6 mois pour les produits périssables. Donc, c'est tout ce qui est DLC inférieur à 3 mois et 5 ans pour les autres. On est d'accord. C'est très, très, très long, surtout quand c'est un couvercle de boîte de conserve. Petit rappel, dans les codes barres, il n'y a pas les infos du produit. Il n'y a pas de numéro de lot. C'est juste un code barre. Ça permet juste d'identifier le produit. Mais le code barre n'est pas un élément de traçabilité à proprement parler. Il vous faut le numéro de lot, la DLC, le nom du produit. Une question de Laura qui nous dit, faut-il faire la traçabilité des étiquettes à la réception de la marchandise ou au moment de l'utilisation, au moment de la production? Nous, on vous conseille plutôt au moment de l'utilisation prod. C'est-à-dire que vous sortez vos marchandises pour être mises en place, mettez un bac sur le coin de votre plan de travail, prenez tous les emballages, vous les mettez dans le bac. À la fin du service, vous récupérez toute la traçabilité. Certains sites, notamment des très gros EHPAD de la restauration collective, vont dire en fait nous on a un économe et du coup c'est au moment où on va sortir la marchandise. Donc ça c'est un peu à vous de le déterminer dans votre PMS. La méthode la plus simple c'est au moment de la production parce que quand vous recevez votre marchandise, si vous stockez des trucs 2 semaines, vous ne saurez pas quand vous l'utilisez. Donc moi je vous conseille la production, mais ça dépend vraiment de votre établissement. Bastien, c'est à toi. The floor is yours. Dans la même logique, et je vais un peu innover cette fois, donc vous n'avez pas à imprimer des papiers, mais vous avez à les stocker. Donc soit effectivement vous avez une petite boîte, vous découpez vos étiquettes en espérant qu'elles soient propres et vous faites que du sec. Si effectivement vous ouvrez du poisson, vous ouvrez de la viande ou des produits, on va dire vos produits ou autres, ça peut commencer à sentir. Donc vous pouvez effectivement les mettre sous vide, les mettre dans des poches. L'objectif c'est de les stocker, qu'en cas de contrôle, si demain le contrôleur vous demande toutes les étiquettes de production du 12 janvier, puisse être en mesure de les montrer sans problème et avec les informations lisibles, donc le nom du produit, la date de prod, la DLC secondaire. Ou alors, depuis votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez directement les prendre en photo et ça enregistrera automatiquement donc, les informations lisibles sur l'étiquette, le nom de la personne qui a pris la photo. Si on a des questions, c'est plus facile de lui poser directement la question. Et surtout, vous avez la date et l'heure. Donc, depuis le tableau de bord, vous avez par date l'ensemble des étiquettes que vous avez enregistrées. Vous pouvez sortir facilement et sans odeur toutes les étiquettes de traçabilité. Merci Bast. Alors, on a une question de Valérie, et c'est une question qu'on a souvent. En crèche, en liaison froide, doit-on garder les étiquettes des produits alors que la centrale de livraison les garde? On a parfois aussi la question pour les plats témoins, ce genre de choses. En fait, à partir du moment où il y a de la marchandise qui rentre dans votre établissement, vous êtes responsable de ce qui rentre chez vous. Donc, c'est pas parce qu'on vous livre aujourd'hui que vous allez nourrir les enfants aujourd'hui avec les produits. Peut-être que ce sera demain parce qu'un tel était malade et que vous avez trop de volume, etc. Donc, en fait, quel que soit le cas, moi, je vous conseille évidemment de garder la traçabilité des produits. Vous prenez en photo les numéros de lot. Après, peut-être qu'il vous file une fiche de livraison avec aussi toutes les données dessus. Et dans ce cas-là, en fait, ça suffit. Mais même si vous êtes en crèche ou même si vous êtes dans un établissement où il y a quelqu'un qui vous livre de la marchandise, c'est votre responsabilité puisque après, c'est vous qui allez servir ces denrées dans le cas d'une crèche à des enfants ou à des clients.
Okay. Donc je vous le conseille. Faites toujours ceinture bretelle, hein, parce qu'en fait c'est vous qui êtes responsable, donc en cas de problème c'est vous qu'on va venir voir. Donc je sais que c'est beaucoup d'administratifs, mais protégez-vous, c'est important. Alors la durée de vie des produits. Alors ça c'est toujours des questions pas possibles là-dessus. C'est en fait la réglementation ne dit rien sur la durée de vie des produits, enfin, ou en tout cas pas grand-chose. C'est pas vrai, ils disent pas rien, mais ils disent pas grand-chose. Et du coup vous venez nous voir en disant mais en fait qu'est-ce que je mets comme durée de vie de produit. En fait, c'est quoi une DLC secondaire bonne? Comment on sait? C'est pas dans les GBPH. En tout cas, il n'y a pas grand-chose. Alors, déjà, vous êtes responsable des durées de vie de produits que vous transformez. C'est facile de dire que vous êtes responsable, mais comment vous faites? Alors déjà, vous allez devoir indiquer dans votre PMS les durées de conservation des produits par catégorie ou détaillées selon les cas. Vous pouvez dire, bah voilà, nous, les entrées, c'est 1 jour. Les produits à base de vos produits crus, c'est 0 jour. La viande hachée, c'est 0 jour. Le reste, c'est 3 jours. Vous pouvez méga détailler en disant les ananas coupés c'est 1 jour, les pommes coupées c'est 0 jour parce que ça noircit, etc. etc. Ce que vous voulez. Si vous voulez des dates plus longues, on vous conseille les analyses en laboratoire parce qu'en fait ils vont délivrer des certificats en ayant fait des tests de vieillissement. Donc si en fait le labo vous dit ça, vous pouvez le garder 5 jours dans des conditions de production X, Y, Z, en fait ils garantissent que c'est OK. Il y a toujours un cas, une espèce de zone grise à cause des machines sous vide. Parce que le sous vide, c'est fait pour prolonger la durée de vie des produits. Sauf que la réglementation ne dit rien là-dessus. Et pourquoi la réglementation ne dit rien sur les durées de vie des produits? Tout simplement parce qu'en fait, tout dépend du produit et des conditions de production. Je prends toujours le même exemple. J'ai mon demi-jambon, je vais le trancher. Je suis dans une zone de production froide, avec quelqu'un qui est Charlotte, gants, nickel, enfin pas gants, j'aime pas les gants, mains propres, nickel, inox impeccable, température dirigée, tout est bien. Il tranche. Ensuite, vous prenez, hop, mise sous vide, protocole nickel, refroidissement. La durée de vie de votre jambon tranché, elle sera forcément un peu plus longue que si je fais ça dans des conditions d'hygiène pas ouf, à côté de ma production chaude, parce qu'en fait, de toute façon, dans ma cuisine, j'ai pas d'autre choix, qu'on est au mois d'août, qu'il fait 25 degrés dans ma cuisine, que c'est pas terrible. Et du coup, dans les deux cas, c'est du jambon tranché. Mais dans un cas, vous allez vous retrouver peut-être avec une DLC qui peut être de 3 jours, et dans l'autre cas, vous allez vous retrouver avec une DLC de 0 jours. Donc en fait, la réglementation ne peut pas statuer sur c'est quoi une bonne durée de conservation, parce qu'en fait, ça dépend de vos conditions de production. Et il y a tous les cas de figure qui existent. Mais vous allez être perdu si je vous dis ça, donc comment on fait pour s'y retrouver? Si c'est un produit emballé, c'est l'indication du fabricant. Il a noté dessus la date, la température de conservation, c'est sa responsabilité. Si c'est un produit transformé, c'est 3 jours maximum en l'absence d'analyse microbiologique. Donc quand on dit 3 jours, c'est J plus 3. Donc si on est lundi, ça fait mardi, mercredi, donc jusqu'à jeudi. Que ce soit produit le lundi matin ou le lundi à 23h, c'est J plus 3, quel que soit le cas. Sauf cas particulier, les produits très sensibles, donc dans certains GBPH, il y a des indications qui sont écrites dessus, donc lisez-les. Les ovoproduits, mousse au chocolat, sauce béarnaise, mayonnaise maison, etc. Les viandes hachées, ni à bactéries les viandes hachées, et préparation mixée, c'est soit J0, soit J plus 1. Ne déconnez pas avec ça. Vraiment, soyez super sérieux. Donc vous pouvez trouver des infos dans les GBPH, et parfois, il n'y a pas toutes les infos. Ok ? Donc j'espère que ça vous aide. Donc notez ces durées de vie de produits dans votre PMS. Et une fois que vous l'avez noté dans votre PMS, faut étiqueter. J'appelle à la barre, basta la barre. Enchanté. Donc là, un peu moins de papier, quoique, soit vous avez une dateuse, mais il vous faut effectivement les deux dates. Donc la date de prod, la date de fin, la date de production ne suffit pas en cas de contrôle. Soit vous avez des étiquettes à la main, mais encore une fois, il faut avoir les étiquettes à la main dans sa poche ou bien rangées, avoir un stylo les mains propres pour pas qu'on ait une contamination aussi sur le produit. Ou alors, encore une fois, vous utilisez notre super application sur smartphone et sur tablette et vous pouvez, entre guillemets, commander vos étiquettes en fonction des besoins sur le moment qu'on aura paramétré ensemble. Par exemple, j'ai besoin d'une étiquette de fromage, une étiquette de panna cotta. Vous avez automatiquement les étiquettes qui sortent de l'imprimante qu'on voit à l'écran et vous aurez les 4 informations, le nom du produit, la date de production ou d'ouverture, ou de transformation, qui a demandé l'étiquette et en gros la DLC secondaire qui sera préparamétrée dans l'application. Par exemple, un fromage DLC J+3, on est le 17, il apparaîtra en gros le 20 février 2025. Comme ça, vous êtes tranquille. Depuis l'application, vous pouvez voir tout ce que vous avez imprimé dans vos frigos si vous voulez faire un petit tour d'horizon rapidement.
Et donc, on rappelle que le coup de marqueur sur le film étirable sur les produits, c'est non. C'est non. C'est non. Et non pour plein de raisons. Non parce que le marqueur, ça peut traverser, ça peut contaminer le produit. Parce que mettre la date du jour, c'est pas, ça nous dit pas jusqu'à quand le produit est valable, etc., etc. Donc ça, c'est non. Alors. Donc, pourquoi on fait tout ça en traçabilité? Alors, les DLC, c'est vraiment pour garantir que, du coup, ce que vous servez, c'est conforme. Mais tout ce qui est traçabilité et récupération des informations des étiquettes, l'enjeu, c'est la TIAC. La TIAC, c'est quoi? C'est la toxi-infection alimentaire collective. Donc, une TIAC, ça commence à 2. 2 personnes qui ont les mêmes symptômes, c'est pas bon signe. Du coup, dans l'exemple de PMS, on vous donne le protocole, parce qu'en fait, dans votre PMS, vous devez mettre en place un protocole en cas d'alerte sanitaire. Déjà, il faut savoir ce qu'il faut faire. Donc, on vous l'envoie, comme ça, vous l'avez. Il y a 2 cas de figure. En fait, il y a les cas d'alerte sur une matière première, donc qui viennent d'un de vos fournisseurs, et les cas d'alerte où vous avez plus d'un client qui vous informe qu'il est rentré chez lui avec une gastro. Donc, dans votre PMS, vous devez indiquer la procédure en cas d'alerte sur une matière première et la procédure sur un produit fabriqué par le restaurateur. On vous met les 2 dedans. Après, vous pouvez les ajuster en fonction de vos contraintes internes. OK? Donc, vous adaptez tout ce qu'on va vous donner, vous l'adaptez. Moi, je suis pas responsable si c'est pas adapté à votre établissement. C'est pour ça aussi qu'on vous encourage à passer par des organismes. Si vous avez notamment, je voyais pas mal d'EHPAD, de collectivités, etc., passez par des organismes. Ils viendront sur vos sites, ils discuteront avec vous, ils échangeront, ça dure plus que 45 minutes, clairement. Ils vous feront des documents vraiment sur mesure et ils vous aideront à être. Alors, on a vu beaucoup de choses à mettre dans le PMS, mais en fait, c'est limite infini. Je vous donne d'autres exemples. Donc ça, c'est pareil, on vous les donne dans le document qu'on va vous envoyer. Rajouter un plan de lutte contre les nuisibles. Ça, c'est obligatoire. Alors, le plan de lutte contre les nuisibles, ça peut être fait soit chez vous en interne, si en effet, vous n'avez pas de nuisibles, parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans une zone où il y a des cafards, des souris, des rongeurs, et qu'en plus, vous gérez bien, soit être fait par une société externe. C'est pas obligatoire de faire passer un prestataire. Enfin, faut pas que vous ressortiez de cette formation en se disant, faut qu'on achète et ça, et les prestats, et les trucs, et les machins, et puis à un moment, on va pas s'en sortir. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Mais, et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on n'a pas de nuisibles qu'il faut pas avoir un plan de lutte contre les nuisibles. Okay, c'est de se dire, demain, j'ai une infestation, je sais pas comment on dit, j'ai des souris qui débarquent, qu'est-ce que je fais? Il faut que vous ayez un plan. Le protocole de désinfection des fruits et légumes, ça c'est un truc qui est souvent oublié dans les PMS, mais en fait c'est super important. Et il y a eu une question tout à l'heure, j'en profitais pour répondre sur Laetitia qui nous dit, peut-on stocker dans l'armoire positive des denrées brutes et des produits finis suite à production si on sépare bien les 2 types de produits? Donc en fait, denrées brutes, ça dépend de ce qu'on appelle denrées brutes. Ça peut être des fruits de mer, ça peut être de la viande, ça peut être plein de choses, ou ça peut être des pommes de terre. Et puis la pomme de terre, c'est la pomme de terre avec de la terre ou la pomme de terre sans terre. Désinfecter les fruits et légumes, la toxoplasmose, pour toutes les femmes qui sont là, qui ont eu des bébés, ou même les papas qui savent que le risque qu'il y a sur la toxo pour les femmes enceintes, c'est extrêmement grave. Vous pouvez perdre le fœtus. Donc en fait, et puis il n'y a pas que la toxo en fait dans la terre, il y a plein d'autres joyeusetés qui peuvent vraiment rendre les gens malades. Désinfectez vos fruits et légumes. Il y a des protocoles qui existent, il y a des produits qui existent, c'est hyper important. Donc faites-le. Et si vous devez stocker des produits bruts en armoire positive, en fait, oui, vous pouvez. Et si vous les séparez, la question c'est qu'est-ce qu'on appelle séparer? Mettez dans une caisse plastique, désinfectée, propre, etc. Il n'y a aucun souci. Par contre, on met évidemment pas un cajot avec des légumes qui ont de la terre au-dessus d'un tartare de bœuf mal couvert. C'est une évidence. On protège tout dans les enceintes froides. Ensuite, il y a la notion des allergènes. Ça, c'est aussi hyper important. Vous devez déclarer vos allergènes. Ça, c'est aussi une question cruciale en restauration. Il y a des sujets sur la qualité de l'eau, alors parce qu'en fait, il y a des établissements qui sont pas raccordés, notamment des établissements de montagne, des établissements de loisirs, qui sont pas forcément raccordés au système d'eau classique. Donc, en fait, il doit y avoir des contrôles spécifiques de leur cube. Et vous pouvez avoir plein d'autres sujets à ajouter sur les aspects liés au cas particulier de votre activité, dont on n'a pas parlé. Si, par exemple, vous faites de la production sous vide, si vous faites de la stérilisation en bocaux, en fait, il faut que vous ayez des éléments dans votre PMS. L'idée, c'est quelles sont vos spécificités, où est-ce qu'il peut y avoir des risques sanitaires. Je sais pas, demain, par exemple, vous faites du buffet en extérieur, il faut que ce soit dans votre PMS. En fait, il faut que vous soyez sûr d'avoir un protocole pour gérer ça. Donc ça, c'est hyper important, c'est de prendre le temps de prendre du recul
pour mettre en place tous ces éléments. Et chaque PMS, en fait, est différent. Et là, vous avez quand même 80% de l'histoire. Alors, si vous avez la flemme, c'est notre métier. Très bien résumé. Voilà. Très bien résumé. Vous pouvez digitaliser votre plan de maîtrise sanitaire avec Octopus. Et en attendant, je regarde toutes vos questions et on y répond juste après. Allez, vas-y. Exactement. Donc nous, effectivement, on va pouvoir, dans l'application, intégrer tous les autocontrôles HACCP dont vous avez besoin. Bonjour meilleur, il n'y a pas de folie. Le replay sera disponible si vous voulez voir tout ce qui se passe après. Donc l'application, elle est disponible sur smartphone, tablette et ordinateur. Et vous pouvez effectivement l'avoir sur Android, iOS. Là-dessus, on n'a aucun problème au niveau du matériel. Et même si vous avez déjà du matériel, ça ne pose aucun problème. Donc on va pouvoir voir tout ce qu'on a déjà vu ensemble et aller un petit peu plus loin. Donc sur la traçabilité, avec tout ce qui est les réceptions, la traçabilité des étiquettes et l'impression. Au niveau des températures, surtout en collectivité, aller plus loin avec notamment les températures de préparation, températures de service, suivi des liaisons et protocoles spécifiques de température, notamment si on a des mixés ou des textures modifiées. On peut effectivement s'assurer de ça. Ou très simple, si vous avez un restaurant en food truck, on peut uniquement faire les températures. Ça marche très bien aussi. Et au niveau du nettoyage, le niveau 0, c'est le plan de nettoyage et de désinfection. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on va pouvoir avoir des grilles d'audit, le contrôle des huiles en fonction de vos besoins. Et donc l'application est disponible à partir de 50 € par mois. Donc l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps, que vous soyez tranquille en cas de contrôle et que vraiment vous n'ayez plus de papier dans la cuisine, un stylo dans la poche ou un marqueur surtout. Le pire, c'est le marqueur. Pour avoir été en cuisine, le soir, j'arrivais pas un jour, je ne me rendais pas avec des bout de marqueur sur le doigt et c'était pas hyper agréable. Ouais, je sais, mais c'était une autre époque. Petite question, est-ce que vous seriez intéressé pour que quelqu'un vous recontacte pour qu'on parle plus en détail d'Octopus HACCP et comment est-ce qu'on peut vous faire gagner du temps dès demain avec l'application? Merci Bast. Alors du coup, il y a eu plein de questions hyper intéressantes. Ah oui, tiens, tu as une offre promo, Bast, t'as oublié. Et bien sûr, j'ai une offre promo. Donc l'objectif, c'est que si vous venez de notre part, enfin de la part du webinaire, on va dire, vous avez le droit à 20% de remise sur la mise en service. Il nous reste quelques offres. Donc si vous êtes intéressé, quand on vous rappelle à partir de demain, n'hésitez pas à bien nous dire oh, je viens de la part du webinaire, je veux ma petite promo et c'est avec plaisir qu'on vous en fera bénéficier. N'hésitez pas surtout à nous le dire, on n'aura pas forcément l'info. Donc n'hésitez pas à me le dire quand on vous appelle demain. Exactement, n'hésitez pas, ce sera pas mal pris. Je préfère que vous me dites 2 fois plutôt qu'une. Parfait. Alors, on va vous envoyer un kit pour créer votre plan de maîtrise sanitaire. Donc, je le redis, il n'y a pas forcément tout dedans en fonction de votre activité. Là, j'ai une question sur la marche en avant. Le plan des locaux doit être intégré aussi dans la marche en avant. En fait, il y a plein de choses. Mais déjà là, en fait, il y a déjà beaucoup de choses. Bravo à Joanie qui a fait le boulot. Elle est derrière, elle nous écoute. Donc, franchement, elle a fait un super taf pour vous faire quelque chose de joli. Parce que dans les PMS, souvent, on n'a pas trop envie de les ouvrir. Celui-là est beau. Donc, j'espère que vous prendrez plaisir à le remplir. Vous penserez à elle. Les prochaines formations gratuites, lundi 17 mars à 16h sur la chaîne du froid. On ira vraiment en profondeur sur la maîtrise des températures. Et en avril, on fera un focus sur la traça. On sera aussi au Food Hotel Tech. Alors, j'ai vu que là, il y a eu des gens qui sont passés nous voir au CIRA. Donc, ravi de vous voir. On pourra vous revoir à Food Hotel Tech. Donc, c'est à Paris. C'est les 19 et 20 mars. Pareil, si vous voulez des places, n'hésitez pas à nous demander. On a des badges gratuits. On vous invite et je vais répondre à toutes vos questions. Alors, je vais prendre les questions qui sont dans l'onglet questions. Donc, si votre question est dans le chat, remettez-la dans la question. Sinon, je ne pourrai pas y répondre. Première question d'Arnaud. Arnaud nous dit quelle est la réglementation concernant la climatisation des laboratoires de préparation. La réglementation, en fait, c'est comme tous les systèmes de clim, ça vous demande un entretien régulier. Donc après, ça dépend de votre système de clim. Donc ça nécessite que votre clim soit propre. Et après, il y a une histoire de température. Donc la température, c'est à mi-chemin entre le droit du travail qui fait qu'on peut pas faire travailler ses salariés à 4 degrés parce que c'est pas très sympa pour eux. Et en général, c'est 12 degrés les zones de préparation en température dirigée pour du froid. Après, enfin, si c'est pas la zone froide, ça peut être aussi la zone préparation classique qui peut être en température dirigée. Donc, en fait, il y a vraiment cette question d'entretien et il y a cette question de température. Ensuite, il y a une question d'Adeline qui nous dit « A-t-on le droit de servir un produit à une température de plus de 10 degrés ou moins de 63 degrés ? Exemple, gâteau pour préparer pour le goûter. » Donc,
J'ai envie de vous dire, en fait, ça dépend du produit. Si c'est un gâteau préparé pour le goûter et que dedans il n'y a pas, c'est quelque chose de sec, oui, par exemple un cookie, c'est pas obligatoire. Enfin, vous n'allez pas donner des cookies à 3 degrés aux enfants, il n'y a pas de risque là-dessus. Après, c'est toujours pareil. En fait, c'est les produits ambiants. Il y a des produits ambiants qui existent. On a le droit de manger ambiant. Tout est question de c'est quoi comme produit, c'est quoi ma cible, est-ce qu'il y a des risques ou est-ce qu'il n'y a pas de risques. Agnès nous demande, pour les mousses au chocolat à base d'œufs pasteurisés en bouteille, qui plus est à base de pâte à bombe, jaune d'œuf monté avec sirop à 121 degrés. Je comprends pas le idem. Alors, pour la mousse au chocolat, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, base d'œufs pasteurisé. Ça reste quand même si l'œuf est pasteurisé, quand vous faites une mousse au chocolat, vous allez le travailler, ça reste des produits super sensibles. On vous conseille des durées de vie courtes. Gardez pas une mousse au chocolat 2 jours. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille pas. Regardez après, en fonction de votre produit, s'il y a des recommandations dessus. Mais en fait, c'est pareil. On a des clients qui disent, oui, mais en fait, moi, mon œuf, mes bouteilles d'œufs, je les garde 7 jours. Bah, non, c'est des nids à microbes, en fait. Donc, moi, je vous conseille quand même de mettre la sécurité avant tout, surtout sur les produits très sensibles comme des mousses au chocolat. Faites une durée la plus courte possible. David nous demande en cas de panne sur vos serveurs que se passe-t-il? Alors déjà on a donc rien à voir avec le PMS, mais bon, si vous passez chez Octopus, en cas de panne sur le serveur, en fait, déjà on a des systèmes de sécu qui sont solides. En cas de panne sur un serveur, il y a un deuxième serveur qui prend le relais. En cas de panne sur le deuxième serveur, il y a un troisième serveur qui prend le relais. Ensuite, vous pouvez toujours faire tous vos relevés, même si vous n'êtes pas connecté à Internet. L'application fonctionne en mode hors connecté, donc même s'il y a une maintenance serveur, etc., vous pouvez continuer à faire vos relevés. Donc, on a fait en sorte que vous n'ayez pas de soucis. J'ai une question. Nous sommes des crèches avec livraison en liaison froide de nuit. Comment s'assurer ouais. Alors ça on a. Ouais. Comment s'assurer d'une température correcte au moment de la livraison? Le livreur note la température sur le BL. Alors ça, on l'a souvent en restauration. C'est la première fois que je le vois en crèche. Pour moi, ça c'est non. Vous êtes responsable de la marchandise qui rentre chez vous. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas le choix parce qu'en fait, ils nous livrent à 6h ou à 5h et il y a personne sur site et tout. En fait, c'est un vrai problème parce que vous leur donnez les clés, ils rentrent chez vous, ils stockent comme ils veulent dans les frigos. En fait, vous ne contrôlez rien. Et s'il y a eu une rupture de la chaîne du froid, une rupture de la chaîne du chaud, et qu'après, en fait, vos enfants sont malades, en fait, c'est vous qui êtes responsable parce que vous avez fait aucun contrôle avec le livreur. Alors, il y a peut-être un cas particulier si c'est un livreur de la commune et que, grosso modo, vous êtes géré par la même commune et que dans le plan de maîtrise sanitaire, c'est OK et que le gars fait un contrôle à température, etc. Mais moi, ce genre de truc, vraiment, je vous conseille pas parce qu'en fait, c'est super dangereux. Il y a eu 2 questions intéressantes sur la désinfection des fruits entiers dans les restaurants et les satellites. Alors, une fois en cuisine centrale, une fois en satellite. On me dit, en fait, est-ce qu'il faut les désinfecter 2 fois? Bah, j'ai envie de vous dire, en fait, ça sert à rien de les désinfecter 2 fois s'ils n'ont pas été contaminés entre le moment où ils ont été désinfectés en cuisine centrale et le moment où vous les réceptionnez. Donc, en fait, si les fruits et légumes ont été désinfectés, qu'ils ont été mis dans des bacs qui sont propres, que les bacs sont fermés, qu'on vous livre les bacs et que vous, après, vous les récupérez et que les gens qui les récupèrent ont les mains propres et que vous les mettez dans un endroit qui est propre, en fait, il n'y a pas de raison. Par contre, si vos fruits et légumes qui ont été désinfectés, ils sont manipulés et qu'il y a des risques de contamination parce qu'ils sont mis dans des endroits qui sont pas clean ou parce que les gens qui les manipulent ont pas les mains propres, bah ouais, c'est mieux de les désinfecter. Donc en fait, c'est pas tant la réglementation, c'est quelles sont les conditions que vous mettez en place pour manipuler ces fruits et légumes. Alors, d'autres questions? Une question de Rebecca qui nous dit, quel DLC préconisez-vous pour des légumes fermentés artisanalement? Mais j'ai envie de vous dire, je n'en sais rien. Je sais pas, Rebecca, vraiment pas. Je sais pas, ça dépend du protocole de fermentation. Ça, je sais pas. Faudra aller voir des labos d'analyse qui feraient une analyse pour vraiment vérifier c'est quoi le bon protocole sur de la fermentation, parce qu'on est vraiment sur des protocoles très très spécifiques. Parce qu'en fait, non, c'est pas tout non plus. C'est pour ça qu'on passe par des professionnels de la formation qui sont là-dessus tous les jours. Alors, Olivier nous dit, en vente directe food truck, l'analyse faite par un labo est-elle obligatoire? En fait, il n'y a pas d'obligation de faire des analyses de labo, que vous soyez en food truck ou en cuisine centrale. Par contre, si vous avez des produits et que vous voulez vous sécuriser parce que vous avez des produits un peu sensibles, bah, c'est mieux de le faire.
Parce qu'en fait, vous, ça vous sécurisera sur ce que vous faites. Ça vous conseillera aussi sur peut-être des choses qui sont pas bien, que vous pensiez qui étaient OK, mais en fait, qui posent problème. Ça éviterait que vos clients soient malades. Et aussi, en cas de contrôle, en fait, le fait de dire que voilà, vous travaillez avec des labos et qu'ils viennent faire des prélèvements régulièrement chez vous, etc., bah, ça vous sécurise aussi. Donc, que vous soyez en food truck, en crèche, en cuisine centrale ou en restauration traditionnelle, je vous invite à le faire. On a une question de Bérénice qui nous dit « Est-ce qu'une validation de durée de vie pour un seul plat à J+5 faisant partie d'une famille de produits s'applique à toute la famille de produits ?» Je vous fais toujours des réponses de Normand. En fait, ça dépend. Après, si vous avez quelque chose qui est validé par un labo, demandez-leur. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle famille de produits. Il faut que ce soit des conditions. Parce qu'un plat chaud, c'est une famille de produits. Mais un plat chaud avec de la viande hachée, c'est pas la même chose qu'un plat chaud avec une purée de pommes de terre. Donc, en fait, il n'y a pas les mêmes risques. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous entendez famille de produits? Par contre, je sais pas, un sauté de porc cuit en sauce versus un sauté de bœuf, je pense que c'est assez similaire. Mais vraiment, ça dépend de ce qu'on appelle famille de produits. Est-ce que c'est juste plat chaud ou c'est un truc plus spécifique? En cas de doute, de toute façon, si vous passez par un labo, demandez-leur. Ils vous diront. Alors, Karine nous dit, pour les produits transformés, quelle mention doit-on reporter sur l'étiquetage de la barquette? C'est toujours pareil, ça dépend ce que vous faites de votre barquette. Est-ce que c'est de la vente à emporter? Est-ce que c'est pour livrer une crèche? Est-ce que c'est juste pour stocker chez vous, etc. Notez à minima, si c'est de la vente client final, je vous conseille le nom du produit. S'il y a des allergènes, c'est mieux les mettre. Voilà. Ça permet d'informer. Après, ça dépend. Est-ce que c'est du libre-service, pas du libre-service? Ça peut être différent. Si c'est du libre-service, il faut que ce soit indiqué. Si c'est pas du libre-service, vous n'êtes pas obligé de mettre la liste des ingrédients obligatoires. La DLC dessus, c'est bien. La température de conservation, c'est important. Parce qu'en fait, la DLC est liée à la température de conservation. C'est-à-dire que si la température de conservation est respectée, la DLC est OK. Si la température de conservation n'est pas respectée, la DLC est raccourcie. Johnny nous dit, est-ce que la formation PMS concerne aussi les crêpes et les gaufres? En fait, quelle que soit votre spécialité, que vous fassiez les meilleures crêpes du monde, moi j'habite en Bretagne, donc on a des bonnes crêpes, des gaufres belges exceptionnelles, en fait, vous servez des produits alimentaires, donc vous êtes responsable. Donc formez-vous, mettez en place votre PMS, faites votre traça comme il faut, contrôlez vos températures. Alors, Séverine nous dit, qu'en est-il des éléments à contrôler pour la restauration de la crèche, les repas arrivant en liaison chaude et notamment pour la biberonnerie? En fait, il y a plein de sujets à vérifier. J'aurais pas le temps de tout détailler ici, mais notamment pour les biberonneries, vous avez des sujets sur le lait. En fait, est-ce que c'est du lait en poudre? Est-ce que c'est du lait que les parents apportent? Est-ce que c'est du lait maternisé? Si du lait maternisé, en fait, il faut s'assurer que la température soit bonne, qu'il y ait des DLC dessus. Si c'est du lait, même le lait en poudre, en fait, il faut étiqueter les boîtes, c'est-à-dire voilà, quelle date d'ouverture, jusqu'à quand c'est bon, etc. Donc, vous avez plein de choses. La désinfection des biberons, est-ce que le frigo est à la bonne température dans laquelle vous conservez le lait, etc. Donc, sur le sujet des crèches, on a plein de trucs sur notre site web. Allez voir, ça vous donnera plus d'informations. Saïna nous dit, le foyer de réinsertion de jeunes, c'est la même chose. Quelle que soit votre activité, vous devez garantir que la sécurité sanitaire est assurée. Donc, que vous ayez des gens en réinsertion ou des professionnels qui sont là depuis 50 ans, c'est pareil. Johnny nous dit, est-ce que cette formation peut nous permettre de vendre de l'alimentaire chaud sur les marchés? Alors, cette formation ne remplace pas les formations dispensées par des professionnels de la formation, puisque c'est pas une formation certifiante, c'est une formation de professionnels. Ça dure 14 heures. Là, ça fait que 58 minutes qu'on est ensemble. Donc, j'ai pas eu le temps de tout évoquer avec vous. Pascal me demande, puis-je sectoriser ma chambre froide et mettre produits finis et exemple œufs coquilles? Vous pouvez sectoriser votre chambre froide, il n'y a pas de souci. Les œufs coquilles, vous les mettez dans une boîte plastique fermée, comme ça il n'y a pas de risque que votre œuf coquille contamine un autre produit. Stéphanie me dit, est-ce qu'une association qui vend des crêpes doit avoir une formation HACCP et un PMS? Alors, les assos, c'est compliqué, ça dépend de ce qu'on appelle asso. Je vous avoue que l'autre jour, dans l'école de ma fille, il y a eu une activité pour préparer des soupes, pour vendre les soupes à la sortie de l'école. J'étais en PLS. J'étais pas complètement sûre. C'est-à-dire que c'était des mamans d'élèves qui allaient faire de la soupe pour 50 familles, dans des conditions d'hygiène qui n'étaient pas nickel. Je suis pas allée. Donc en fait, c'est compliqué. On va pas demander à une asso d'être comme un établissement de restauration, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même respecter les règles d'hygiène. Donc, si vous êtes une association, vous vendez des crêpes, assurez-vous que
la chaîne du froid soit respectée, etc., etc. Les assos, c'est un peu zone grise. Ensuite, il y a beaucoup de questions, j'aurai pas le temps de tout faire, je suis désolée. Patrice nous dit, en accueil collectif de mineurs, les animatrices qui servent les repas aux enfants sur les temps de cantine doivent-elles porter une tenue spécifique? En fait, oui, vous manipulez des denrées alimentaires, vous devez avoir une tenue adaptée. Vous faites du service, vous devez avoir un minima un tablier propre. Vous n'y allez pas en jean basket si vous sortiez de chez vous, quoi. Sandra nous dit, combien de temps peut-on garder des assiettes dans une armoire chaude? En fait, il n'y a pas vraiment de limite de temps. Bon, dans les faits, vous n'allez pas... Enfin, il n'y a pas de limite de temps dans la mesure où la température est monitorée. C'est-à-dire que vous n'allez pas en fait garder des assiettes 72 heures. On est d'accord. Si par exemple vous gardez vos assiettes 72 heures et qu'il y a quelqu'un à côté qui vérifie la température en permanence, le risque bactériaux il est limité. Mais bon, 72 heures c'est un extrême, hein, le faites pas. Vous pouvez les garder quelques heures. L'important c'est de garantir est-ce qu'on est sûr qu'en fait la température est maîtrisée. Et puis j'allais sur les dernières questions. Sabrina, allez, ça va être la dernière parce que sinon on peut rester jusqu'à minuit ensemble. Sabrina nous dit, si livraison par cuisine centrale dans Chariot Misuga, faut-il également faire un contrôle de température à la réception? La réponse est un grand oui. Sur les livraisons, vous devez contrôler au départ et à l'arrivée parce qu'en fait, rien nous dit que le Chariot Misuga, il s'est pas arrêté pendant la livraison et que la marchandise, elle n'arriverait pas à 50 degrés, il y aurait une rupture de la chauffe. Voilà. Donc, ce sera la dernière question à laquelle je répondrai aujourd'hui. J'espère que j'ai vexé personne. Dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver régulièrement sur des salons. Il y a plein d'infos sur notre site web. On fait des webinaires tous les mois. On est ravis de répondre à vos questions. On n'a pas forcément la réponse à tout. Moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'organismes de formation qui peuvent compléter en fait toutes ces informations. Nous, notre spécialité, c'est de faire du plan de maîtrise sanitaire digitalisé et de vous accompagner avec une application pour faire tout ça. Et puis, entre-temps, on est heureux de partager nos connaissances et d'échanger avec vous. Donc, on espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment, vous avez appris des trucs. Vous allez recevoir votre PMS par email. Et puis, on espère vous revoir bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.